On va voir la notion de tree bank qui va correspondre essentiellement à l'équivalent de données étiquetées, mais dans le contexte de l'analyse syntaxique. Donc, un tree bank, c'est un corpus où chacune des phrases va avoir été étiquetée avec son arbre syntaxique. Donc, ça veut dire qu'il y a un processus quand même assez laborieux dans la génération de ces données-là. Si on demandait à un linguiste, par exemple, de générer chacun des arbres syntaxiques. Donc, la façon que c'est fait, typiquement, c'est qu'en fait, les phrases vont être annotées automatiquement avec une grammaire hors contexte qu'on a prédéfinie, probablement avec l'aide des linguistes, entre autres. Puis, à la fin, ben, les linguistes vont simplement faire une phase de post-traitement où, finalement, on va corriger les mauvais arbres. Donc, les arbres qui, finalement, ne sont pas appropriés, tels que extraits à partir de notre grammaire hors contexte, puis d'un algorithme comme l'algorithme CKY. Donc, ça permet de rendre le processus un peu moins laborieux, quoique quand même assez exigeant. Et un tree bank, c'est intéressant pour plein de raisons. Nous, on va s'intéresser, entre autres, parce que ça va nous permettre d'obtenir des fréquences de certaines constructions syntaxiques pour obtenir une version probabiliste des grammaires hors contexte. Mais même pour les linguistes, ça peut être intéressant de voir quel genre de constructions sont plus souvent utilisées dans tel type de données. Ce qui fait qu'on peut juste vouloir faire des requêtes dans des tree banks pour chercher combien de fois est-ce qu'on a observé que tel nom terminal domine tel autre nom terminal dans mes données, et ainsi de suite. Et nous, la raison pour laquelle ça va particulièrement nous intéresser, c'est que ça va nous donner des données pour entraîner un modèle qui va être en mesure de faire de l'analyse syntaxique probabiliste. Donc, la plupart de ces tree banks-là, qui sont les plus utilisés, viennent du projet qu'on appelle le Penn Tree Bank Project. Ce projet a produit plusieurs corpus annotés de différentes sources de texte. Le corpus Brown a été annoté, le corpus Switchboard, le corpus Attis, qui suit là, le domaine Attis là, dont on parlait précédemment, dont on a déjà parlé, le corpus du Wall Street Journal, et ainsi de suite. Puis il y a eu différentes versions aussi du tree bank, c'est important à savoir. Tu as eu le tree bank 1, 2, puis finalement 3 actuellement. Puis vous voyez ici de quoi a l'air les données étiquetées. Donc c'est en format ASCII, puis on l'utilise avec des parenthèses. Donc c'est la bracketed notation d'une certaine façon, mais avec des parenthèses à la place. Ça permet d'illustrer c'est quoi l'arbre syntaxique. Okay? Mais plutôt que de le mettre sur une seule ligne, on le met en plusieurs lignes pour que ce soit un peu plus facile à lire. Donc on voit que pour la phrase ici, that cold empty sky was full of fire and light. La fin de phrase. En fait, ce qu'on a, c'est le nœud S qui a, qui a 3 enfants, NP, VP et point. NP qui a généré un déterminant, 2 adjectifs suivis d'un nom, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour le corpus Attis. La notation était un peu différente, c'est-à-dire dans ce cas-ci, pour les terminaux, comme les mots the, flight, et ainsi de suite, on a inscrit c'est quoi leur unique parent, qui est typiquement la classe syntaxique, la classe grammaticale, avec une barre oblique suivie de la classe syntaxique en question. Donc, grosso modo, c'est de ça qu'a l'air les données dans un tree bank. Donc, on a, par exemple, ici, je vais commencer à énumérer l'arbre syntaxique, mais on a ici, par exemple, pour l'exemple de tantôt, c'est quoi l'arbre syntaxique en question. Donc, on voit que bel et bien pour S, on a un NP, un VP, puis la fin de la phrase. Donc, ça veut dire que dans la règle qui a été utilisée dans la grammaire hors contexte, on avait que S pouvait générer un NP, un VP suivi de la fin de phrase, point. Puis on voit que NP, ici, a pu générer un déterminant, un adjectif. Ah, j'avais manqué la virgule tantôt, qui était ici. Un autre adjectif suivi d'un nom. Puis là, on a les terminaux qui sont juste ici. Le VP ici qui peut avoir généré un verbe avec ça ici, et ainsi de suite. Okay? Donc, c'est possible de décoder cette structure-là en forme ASCII dans une forme visuelle qui correspond bel et bien à un arbre. Puis l'arbre n'a pas besoin d'être binaire. En fait, les arbres dans les tree banks peuvent être non binaires.
Euh, il y a certaines particularités qu'on n'a pas vraiment discutées jusqu'à maintenant qui sont présentes dans les tree banks. Il y a la notion qu'on appelle de traces, avec des nœuds avec l'étiquette none. Donc, ça permet de marquer certaines dépendances lointaines entre certains segments d'une phrase. On a l'exemple ici, la phrase étiquetée, c'est We would have to wait until we have collected on those assets, virgule, he said, point, avec, avec ça ici. Et là, ce qu'on voit, ben, entre autres, on a que ici, le none, c'est pour marquer le fait que, en fait, le sujet, le NP qui vient avant le VP pour to wait, c'est en fait oui, qui est un peu plus loin. Fait que, pour marquer cette dépendance-là, on a marqué un none ici, puis on a indiqué un qui se retrouve ici, comme une espèce de pointeur. Donc, il y a ce genre de dépendances lointaines-là qui sont marquées dans les tree banks. Puis un autre qu'on a ici, qu'on peut voir souvent, entre autres, lorsqu'on sort des citations, comme dans ce cas-ci, on avait la citation ici, qui est référée par he said. Ben, tu as un NP suivi d'un VP, he said, puis là, la façon que c'est étiqueté, c'est que le VP a généré un S, qui est en fait toute la structure ici. Tout le S qui se trouve ici, qui était juste avant, qui était toute la we would have to wait until we have collected on those assets. Donc ça permet, avec ces traces-là, de marquer des dépendances qui sont plus loin, qui sont lointaines dans la phrase. Dans les Pantry Bank 2 et 3, en plus des étiquettes avec lesquelles on est familier, comme les syntaxes nominaux, NP, et ainsi de suite, parfois on va ajouter avec un tiret suivi d'un symbole, d'autres informations sur les fonctions grammaticales de certains de ces symboles-là. Donc, par exemple, "-sbj" pour marquer le sujet d'un verbe. Donc, on voit qu'on a marqué que le NP ici, qui est oui, c'est le sujet. Et en fait, dans ce cas-ci, c'est le sujet du verbe to wait ici, parce qu'on a notre pointeur qui est juste ici. Même chose ici, NP-sujet, pour marquer que he, c'est le sujet du verbe qui suit, said. Il y a d'autres types de relations grammaticales, de relations temporelles qu'on peut avoir. On voit ici qu'on a le moins TMP pour marquer le fait que until we have collected on those assets, ça fait référence à une relation temporelle dans la phrase avec d'autres mots. Puis la notion aussi qu'on appelle de topicalization, qui est en fait lorsqu'un constituant est placé en début de phrase plutôt qu'être à la suite de la phrase. Donc, on l'a par exemple ici, la citation en question, we would have to wait, ainsi de suite, a été placée en début de phrase plutôt qu'à la fin. Puis à cause de ça, on l'a marqué avec le tiret TPC pour topicalization. Et de la même façon qu'on peut prendre du texte brut puis chercher des expressions régulières avec l'outil grep, il y a des outils de recherche, tgrep puis tgrep2, donc pour treegrep, qui permet de faire la recherche de certaines régularités, l'équivalent d'expressions régulières, mais au niveau des arbres syntaxiques dans un tree bank. Donc, avec une expression comme ça ici, ça nous permettrait de signifier, d'aller collecter tous les arbres où on a un NP qui domine immédiatement un PP, c'est-à-dire où le NP est l'ancêtre immédiat de PP. Puis il y a d'autres notations pour avoir dominé de façon générale. Il y a plein d'autres règles comme ça pour faire ces recherches-là. Je ne les élabore pas ici, mais pour en savoir plus, dans le livre, c'est discuté en section 12.4.3.